Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce qu'on peut renforcer sa motivation. Et pour ça, on va se baser sur les écrits de Alexandre Talman. Et bien que ce soit pour perdre du poids, se lancer dans un programme de révision intensive, privilégier le vélo à la voiture, nos aspirations ne manquent pas quand il s'agit de bien faire. Mais pour passer à l'action, il faut un ingrédient clé qu'on appelle la motivation. Autrement dit, l'énergie qui permet de dépasser la simple envie afin de tenir ses objectifs sur le long terme. Mais bon, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, le plus souvent, on distingue deux types de motivation, la motivation intrinsèque et extrinsèque. Une distinction qui découle de la célèbre théorie de l'autodétermination de Richard Ryan et Edward Deci. Ces chercheurs avaient à l'époque nuancé les conclusions tirées d'un courant de psychologie appelé behaviorisme, selon lequel l'attrait des récompenses et l'évitement des punitions constituaient le moteur ultime de nos comportements, ce qui constitue la motivation extrinsèque, c'est-à-dire déterminée de l'extérieur, par des récompenses ou des sanctions. Or, les deux psychologues ont montré que certaines actions sont effectuées par le seul plaisir qu'elles apportent sur le moment, sans autre finalité ni récompense, comme lorsque nous nous adonnons à une activité de loisir. Et ce fut le début alors d'une montée en puissance de la motivation intrinsèque, déterminée par sa propre dynamique. Et aujourd'hui encore, nombreux sont les dirigeants, les chefs d'équipe, les professeurs, les entraîneurs sportifs et les parents qui prônent et cherchent à développer ce type de motivation. Mais hélas, sans vraiment donner les moyens de l'activer quand elle n'est pas au rendez-vous. Parce que si la motivation découle de l'envie et du plaisir est puissante, elle reste bien souvent capricieuse et difficile à domestiquer. Restent alors les leviers de motivation extrinsèques, beaucoup plus maniables, comme le révèle la recherche moderne incarnée par des noms tels que Fishback ou encore Milkman, Duckworth ou Crockett. Autrement dit, pour perdre du poids ou réviser ses partiels, il faut être en mesure de recevoir des récompenses associées. Le plaisir de faire un régime est rarement suffisant en soi, et nous allons voir comment cela est possible. Quand le désir est là, pas besoin de chercher plus loin. Nous sommes naturellement motivés. Même l'alpiniste qui endure d'intenses souffrances pour gravir un sommet ne le fait pas forcément par plaisir uniquement, mais en partie pour se prouver quelque chose à soi-même, ou pour obtenir une reconnaissance sociale qui représente une forme de récompense extrinsèque. Toutefois, il existe de nombreuses tâches qui ne suscitent aucune envie. Les corvées ménagères, les obligations administratives, les rangements, les devoirs pour les enfants, etc. Il faut alors comprendre son propre cerveau pour savoir comment le duper. Le circuit de la motivation, dans notre cerveau, comprend un certain nombre d'aires cérébrales comme l'aire tegmentale ventrale, le striatum, notamment le noyau accubain, et le cortex préfrontal. Ces aires forment aussi le circuit de la récompense, et c'est lui qui nous incite à suivre un certain nombre de comportements dans l'attente du plaisir. Plaisir qui en sera le résultat. Sauf que ce circuit répond non seulement au plaisir, mais aussi à la progression et à la curiosité. C'est pourquoi nous pouvons alors essayer de nous lancer un défi pour ce que nous avons à faire, se fixer un objectif temporel, augmenter le niveau de difficulté, introduire de la compétition avec soi-même ou autrui. Ces stratégies relèvent de la ludification, car elles proposent d'introduire les caractéristiques d'un jeu dans des tâches peu gratifiantes en elles-mêmes. Donc, l'adjonction d'une motivation extrinsèque. On est motivé à faire mieux que la fois précédente, pas vraiment par la tâche en soi-même. C'est pour cette raison que certains y voient de la manipulation qu'il vaudrait mieux éviter d'ailleurs. Deuxième axe d'action, plutôt que d'essayer de susciter artificiellement des envies, comment se motiver quand l'envie manque? Ce sont ici moins l'aire tegmentale ventrale et le noyau cubain qui sont au centre de la réflexion que le cortex préfrontal. Moins l'envie et le plaisir que la décision volontaire et réfléchie. Les leviers à activer à ce niveau sont ceux du sens et de l'utilité. Lorsque nous percevons le sens d'une tâche, que nous y voyons de l'utilité, grâce notamment à la reconnaissance qui nous est accordée à travers elle, nous sommes davantage motivés à l'accomplir. Par exemple, nous pouvons nous motiver à aller au travail car nous sommes conscients de la contribution de nos efforts au bon fonctionnement de la société. Pensons aux soignants lors de la pandémie du Covid-19, RNT, exténués, mais conscients de leur rôle essentiel pour la santé publique. A contrario, lorsque nous ne voyons plus le sens de nos actions, que nous nous sentons inutiles, la motivation a tendance à s'effriter, voire à s'effondrer. Cherchez donc la finalité, la cohérence et l'utilité de vos actions vis-à-vis de vos valeurs ou pour les autres. Cependant, dans le monde professionnel, nous avons rarement le loisir de choisir nous-mêmes les tâches à effectuer, ni de sélectionner uniquement celles qui ont du sens à nos yeux. Idem dans la vie privée d'ailleurs. Il est donc judicieux de disposer de leviers de motivation supplémentaires. Ceci découle des connaissances pointues accumulées ces dernières années. D'innombrables travaux en neuropsychologie, nous dit Talman, et en économie comportementale convergent en effet dans une direction, celle que le cerveau produit la motivation en fonction d'un calcul des coûts et des bénéfices de ce qu'il entreprend. En d'autres termes, il faut que l'action envisagée en vaille la peine, que le bénéfice escompté surpasse les efforts nécessaires pour l'accomplir.
Les bénéfices découlent de la valeur accordée au but visé, qui intègre les notions de sens et d'utilité, mais aussi d'espérance, c'est-à-dire la probabilité d'y arriver. Prenons un exemple. Il se pourrait que franchir la ligne d'arrivée du marathon de New York soit hautement valorisé à mes yeux, mais la conscience de mon manque d'entraînement et de mes faiblesses articulatoires, par exemple, fait que mes chances de réussir sont proches de zéro, ce qui diminue autant ma motivation de m'y inscrire. Enfin, les recherches ont mis en évidence que les facteurs temps jouaient un rôle essentiel dans ce calcul. Notre cerveau a tendance à survaloriser les récompenses imminentes au détriment de celles qui nécessitent une plus longue attente. Un enfant peut ainsi préférer un bonbon tout de suite que deux bonbons plus tard. Et un fumeur va faire passer quelques bouffées de nicotine maintenant avant sa santé plus tard. On comprend dès lors pourquoi les envies constituent une sorte de motivation particulièrement puissante. La gratification éprouvée en les assouvissant est immédiate, au moment même de l'action. Alors, comment exploiter cette connaissance à notre avantage? En intervenant ciment sur les bénéfices et les coûts d'une action. Prenons un exemple concret, nous dit Talman. Je suis démotivé face à ma déclaration de revenus dont la date d'échéance approche à grands pas. Bien sûr, je vois du sens à le faire, mais je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces personnes fortunées qui trouvent le moyen de contourner le système, ce qui attise un sentiment d'injustice fortement démotivant. Je pourrais alors me récompenser en m'offrant un repas au restaurant une fois la tâche accomplie, augmentant ainsi les bénéfices tout en réduisant le délai pour les toucher dans le calcul motivationnel. Et si cela ne suffit toujours pas, eh bien reste alors un ultime procédé, qui se focalise sur les coûts. Il s'agit d'activer l'aversion à la perte, un mécanisme mis en évidence par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et formalisé dans sa théorie des perspectives. Dans le cas présent, je vais associer un coût exorbitant au fait de repousser le travail. Par exemple, promettre solennellement à tous mes amis, en les prenant à témoin, de les inviter dans un restaurant étoilé si je dépasse un délai que je me suis fixé. Le montant salé de la note devrait être suffisamment dissuasif pour me faire passer à l'action, où je pourrais m'engager à verser en plus 20% de la somme que le fisc va me réclamer à un parti politique que je déteste. Pour ce type de motivation fonctionne, il est nécessaire que le coût soit réellement dissuasif, mais aussi qu'il s'applique immédiatement. Déjà un court délai peut le mettre à mal. Et je ne parle même pas des délais indéfinis, comme par exemple le fait de fumer au risque de problèmes de santé, que ce soit dans 10 minutes ou dans 10 ans, ou alors de continuer à polluer au risque de déséquilibrer climatiquement toute une génération. Ce dernier procédé s'inscrit dans les stratégies de pré-engagement dont les méta-analyses révèlent qu'elles sont parmi les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Il consiste à s'engager formellement à accomplir une tâche et fixer à l'avance un coût prohibitif en cas de non-exécution de la tâche en question. Paradoxalement, l'engouement pour le pré-engagement est inversement proportionnel à son efficacité, nous dit Talman. Évidemment, le spectre de la perte est peu attractif, et pourtant, c'est bien là le moteur du devoir, faire en sorte d'éviter les conséquences fâcheuses si nous nous soustrayons à nos obligations, raison pour laquelle je finis toujours par compléter cette déclaration de revenus en temps et en heure. Sauf qu'ici, le cadre contraignant est volontairement et librement fixé par nous-mêmes, en parfait accord avec la théorie de l'autodétermination, dit et citée par Deci et Ryan, dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo. Ainsi, nous avons trois leviers motivationnels pour atteindre nos objectifs. Le levier affectif, c'est-à-dire que le système cérébral de la motivation est sensible à la progression et à la curiosité, donc se fixer un objectif temporel, augmenter le niveau de difficulté, introduire de la compétition avec soi-même ou autrui, tout cela active le système de la motivation et augmente les chances de succès. Le levier cognitif, il s'agit ici de jouer sur le besoin de notre cerveau de trouver du sens et de l'utilité à nos actions. Et enfin, le levier contextuel. Le but est de jouer sur les conséquences de vos actions, en s'octroyant des récompenses en cas de succès et bien sûr des sanctions en cas d'échec. On met en place un système de pénalité automatique. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.